Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous accueillir dans ce nouvel amphi Blandin, tout neuf, fraîchement rénové, et après une absence de 17 mois due aux travaux, le cycle des petits séminaires recommence et nous accueillons aujourd'hui, pour le retour de nos PSV, Dominique Bazin, du laboratoire de chimie de la matière condensée au Collège de France, Monsieur Michel Dodon, de l'INSERM, hôpital Tenon à Paris. Je laisse la parole à Dominique et vous retrouve après pour les questions. Merci. Merci Marie-France pour cette introduction. Bonjour à tous et à toutes. Donc, ce qu'on vous propose avec Michel, c'est un aperçu grand public de la recherche qui se fait à interface physique, chimie, médecine. Et le biais par lequel j'ai réussi à rentrer dans cette collaboration avec la médecine, c'est des solides. Et donc, on va centrer ce topo sur des processus de biominéralisation, et non pas lorsqu'elles sont physiologiques comme l'os ou la dent, mais lorsqu'elles sont pathologiques, donc elles sont à l'image de la pathologie. Et tout le travail original de Michel a été de faire le lien entre les structures physico-chimiques de ces calcifications et les pathologies. Et du coup, ça permet d'avoir un outil de diagnostic très puissant pour lequel, en fait, une analyse chimique et morphologique, en fait, conduit à poser un diagnostic médical sur des objets, finalement, qui ont été longtemps ignorés par la médecine. Donc voilà le titre, donc c'est biominéralisation, calcification pathologique, et donc label pour la biominéralisation, et puis la bête pour la calcification pathologique. Alors, ce sont des objets donc de faible dimension, généralement millimétriques, encore que dans le laboratoire de Michel, il y a des objets centimétriques, et en fait qui sont reliés à de nombreuses pathologies, parmi lesquelles donc, on peut distinguer les processus de cancérisation, puisque là vous avez l'image, alors je ne sais pas s'il y a un pointeur, hein. Vous avez une image, si je ne me trompe pas de bouton, si c'est bon. C'est bien celui de nous, c'est peut-être pas le bon, c'est pas le bon sens surtout. Ah, pardon. Donc, par exemple, dans le cas du cancer du sein, chez certaines femmes, il y a des calcifications. Dans certains cas, c'est normal, mais dans certains cas, par contre, c'est relié à des formes de cancer. On a des processus infectieux, en fait, où la bactérie, finalement, va venir interagir avec l'urine, et par décomposition, on va avoir des phases solides qui vont se créer. On a les calculs rénaux, ici, grâce à la recherche de Michel Dodon, et puis aussi des maladies cardiovasculaires, puisqu'on a une collaboration notamment avec l'hôpital Bichat pour comprendre en fait les problèmes de calcification dans les artères. Alors on va faire tout de suite une petite digression. Donc là, je vous ai présenté en fait le cas finalement de label, dans le cas des diatomées, où on a des calcifications très particulières en fait, puisque c'est un peu le squelette de l'algue. Et c'est un squelette en fait qui doit être assez rigide pour contenir donc l'organisme, mais qui doit aussi être transparent, donc pour assurer certaines fonctions de l'organisme. Et donc on a un compromis finalement entre la rigidité et puis la transparence. Et puis là, par contre, on est dans un cas très défavorable. Alors là, on a dans ce travail avec Michel, dans le New England, en fait, c'est un cas très particulier où en fait on a une même phase chimique qui est associée à deux pathologies très différentes. Ici, on a, alors il ne faut pas que je me trompe parce qu'il y a Michel en plus. Donc ici, on a un désordre alimentaire en fait. Donc pour s'en défaire de cette pathologie, finalement, un peu de sport et puis un peu d'hydratation, ça suffit. Et là, donc c'est un oxalate de calcium monohydraté. Et là, par contre, on a une maladie génétique extrêmement sévère qui vient d'un dysfonctionnement du foie, qui engendre des cristallisations au niveau du rein et qui induit donc une perte de la fonction rénale, voire le décès de la personne.
Et donc on voit tout l'intérêt de l'approche de Michel ici, où on a une même phase chimique avec des morphologies très différentes. Et bien sûr, ici, le diagnostic n'est pas le même et du coup, forcément, le traitement médical n'est pas le même. Et puis on va sortir du contexte médical un peu pour retrouver en fait cette notion de classification liée au mal finalement dans la mythologie. Alors j'ai pris le mythe de Pygmalion et de Galatée. Donc Pygmalion, c'est quelqu'un qui vivait en Crète et qui était horrifié par les mœurs décadentes des femmes de l'île, les propétides. Donc bien sûr, lui, il incarne forcément toutes les vertus, alors que la femme, bien sûr, vous avez compris, est associée à tous les péchés. Et donc du coup, il va créer une statue, et il va tomber amoureux de cette statue, puisque finalement elle est extrêmement vertueuse. Et donc la déesse Diane, pour le récompenser, va donner vie à cette statue. Donc on a une première transition finalement entre le solide et le vivant, et qui est vertueuse. Et puis l'autre transition qui va être par contre du vivant au solide, ça va être dédié pour ces propétides finalement, qui vont être transformés en statues. Et donc le mal finalement va solidifier ces personnes. Donc là, vous l'avez très bien compris, tout l'intérêt d'être un homme par rapport à une femme. Alors bien sûr, maintenant, la donne a un peu changé. On parle des droits de l'homme, mais on peut se demander si les mots sont correctement choisis. Alors voilà toute la recherche qu'on mène en fait avec Michel. On est centré sur les classifications pathologiques. Et donc le lien en fait de cette recherche, c'est surtout finalement de faire ce lien entre la classification et la pathologie. Est-ce qu'on a une simple proximité spatiale finalement, ou on a une relation de causalité qui peut être double, c'est-à-dire que la pathologie peut entraîner le solide, mais le solide peut aussi changer le phénotype de la cellule, c'est-à-dire grosso modo transformer une cellule saine en cellule cancéreuse. Et donc c'est important de savoir si on a bien une relation. On peut aussi définir les paramètres biochimiques responsables de leur pathogénèse. Et puis éventuellement, ce qu'on fait d'ailleurs à l'hôpital, c'est développer des outils de diagnostic, puisque maintenant on est capable de faire une caractérisation de ces objets à l'échelle du micron. Donc c'est ça. Voilà, donc regarder la classification dans ses premières étapes et donc poser le diagnostic de manière précoce, ce qui permet bien sûr aux patients de s'en tirer d'autant mieux. Hop, là, suivant. Donc là, on a finalement ces classifications avec leur but. On a multiplié les collaborations parce qu'en fait, ces classifications sont ubiquitaires. Et l'avantage de collaborer, c'est que aussi les médecins ont leur propre modèle. Et par exemple, dans la collaboration avec Jean-Baptiste Michel, lui, il montre que la première étape de la classification, c'est l'ADN, qui est de sortie suite à la mort cellulaire. Et c'est cet ADN qui va être centre nucléateur des classifications. Par rapport à un modèle plus chimique, où on a un processus de sursaturation qui engendre à elle la présence des cristaux. Donc on a toutes ces collaborations avec tous les hôpitaux, donc grâce à Michel. On a multiplié en fait les techniques de caractérisation pour se placer en fait non pas à l'hôpital où finalement on fait surtout de l'infrarouge, de la microscopie optique, mais se placer dans une approche plus moderne au niveau de la physique des matériaux, c'est-à-dire on met au centre en première ligne, je dirais, les techniques de laboratoire, comme la microscopie électronique à balayage, conventionnelle. Alors si je dis le thème, je ne vais pas me faire des amis ici. Donc, et puis en deuxième approche, on met les techniques liées aux grands instruments qui permettent de descendre en échelle, c'est-à-dire de passer grosso modo du micron au nanomètre. Et puis maintenant, on a des caractérisations où on est passé finalement d'une description 2D à une description 3D. Et puis, pour asseoir cette recherche entre l'expérience finalement et puis la théorie, on reprend les concepts de la chimie douce. Et donc, on s'appuie sur les cours de Jacques Livage et de Clément Sanchez pour conceptualiser cette recherche. Et je vais tâcher de vous donner quelques exemples.
Alors là, vous avez ce qui excite beaucoup les urologues français en ce moment, c'est-à-dire la plaque de Randall. Peut-être que Michel, vous pouvez dire 2 mots, là. C'est peut-être l'occasion. Vous êtes mieux placé que moi pour en parler. Merci Dominique. Alors bonjour à tous. Alors la plaque de Randall est une calcification intratissulaire au niveau de la papille rénale, donc dans la partie profonde du rein, dont vous avez l'image à gauche, ici. Et à cet endroit-là, eh bien, des calcifications de phosphate de calcium vont se développer, s'étendre, franchir l'épithélium qui est ici, et ça va mettre au contact de cette calcification des urines sursaturées en oxalate de calcium qui sortent par les néphrons ici et qui vont faire des calculs. Et c'est un problème aujourd'hui de santé publique puisque pratiquement les 2/3 des calculs oxalocalciques qui se font dans nos sociétés occidentales sont faits par ce processus. C'était seulement 8% il y a 30 ans. Je reprends la main. Oui, je reprends un peu la main. Alors ça, c'est des images, en fait. Alors je vais tout de suite remercier finalement Raphaël Weil qui à chaque fois me permet d'utiliser le microscope électronique à balayage dans les meilleures conditions. Hein. Et alors pourquoi je viens faire de la caractérisation dans un laboratoire de physique plutôt que de rester chez moi dans un laboratoire de chimie, c'est que les laboratoires de chimie sont très forts en synthèse, mais ils sont toujours un peu en recul au niveau de la caractérisation. Et le fait de venir dans un laboratoire de physique, ça me permet de proposer aux médecins ce qui se fait de mieux au niveau de la caractérisation physico-chimique des calcifications. Et ça, par exemple, on a franchi un réel gap, finalement, en passant du microscope des géologues avec un MEB ancien, en passant ici au MEB de dernière génération, parce qu'ici, on a une image donc à faible tension, de haute résolution, parce que là, on a 10 microns, mais on a des images qui frôlent les 200 nanomètres, sur des objets pour lesquels j'ai aucune préparation. C'est-à-dire que je mets le calcul directement venant de l'hôpital sous microscope, et ça me permet de rendre le calcul à l'hôpital, donc de préserver son intégrité physico-chimique, parce qu'après, on va vouloir bien sûr faire d'autres mesures. Donc ça, c'est essentiel. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a la notion de gabarit, en fait, qui apparaît, qui est typique de la chimie douce. En fait, vous voyez qu'ici, par exemple, on a une phase d'accollement. En fait, le calcul ici était ici, agrippé ici au sommet de cette papille. Vous voyez la sortie des canaux collecteurs ici. Et ben, les canaux collecteurs, vous les avez ici en sortie ici. Et donc, on a bien le minéral qui a épousé finalement la physiologie du rein. Et donc, on a bien la notion de gabarit, où dans le gabarit, on a bien des petites particules solides qui viennent se former à la surface d'un corps. Alors, généralement, en chimie douce, c'est plutôt un polymère, par exemple. Et ça permet finalement de former des solides avec des morphologies très particulières. Et là, on a typiquement dans ce cas-là. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on a un modèle de cette création de cette plaque de Randall, où on a finalement une calcification des tubes collecteurs, une sortie en partie de ces tubes collecteurs qui vont s'agglomérer ici et qui vont former cette plaque de Randall. Donc vous voyez qu'ici, vous avez une addition de tubes pleins et de tubes vides, de tubes collecteurs. Et donc ça, c'est important de faire ce passage aussi théorie chimie douce avec la médecine, parce que c'est ça qui rend aussi le modèle, la création d'un modèle au niveau de la physiologie et de la pathogénie de ces classifications. Alors on a d'autres formes de mémoire de gabarit. Par exemple, ici, vous avez des apatites qui se sont formées à la surface de sphères d'apatite, et vous voyez qu'on a encore des empreintes de bactéries sur ces sphères. On a même des bactéries ici qui sont moulées en fait par l'apatite. Et puis vous avez des cas où on a aussi des cristaux, par exemple ici, qui se forment dans ces empreintes en fait de bactéries, puisqu'en fait on a des phases très particulières qui sont issues de la présence de bactéries, qui sont la whitlockite et l'astruvite. Et ici, on a un petit cristal de whitlockite, ici, qui est un phosphate ammoniaco... non, il n'y a pas d'ammoniac, d'ailleurs, c'est un phosphate de magnésium, la whitlockite.
Et du coup, on a cette formation d'un cristal ici, à l'intérieur de l'empreinte d'une bactérie qui est même entourée d'apatite. Donc ça peut aller assez loin finalement, ce concept de gabarit. Alors jusqu'où on peut aller dans les images, ça c'est l'avantage de venir ici, c'est vous voyez, là on a des sphères d'apatite, on a toujours les mêmes phases. Ici c'est un travail dans le cadre du cancer du sein, où des microplaques pour le médecin, parce qu'elles font 200 microns, sont en fait issues de la fusion de sphères nanométriques ici. Et ces sphères-là ont même des structures internes qui peuvent être différentes. Et pour l'instant, on travaille dessus, mais on n'a pas réussi à relier, par exemple ici, une structure radiale avec une structure concentrique ici, avec la nature de la pathologie. Alors, 2-3 mots pour le MEB, puisque je viens souvent, finalement, faire du MEB ici, au LPS, que justement, je rencontre donc l'avantage d'avoir à la fois un excellent support scientifique et technique, et puis un appareil de dernière génération. Et donc là, vous voyez, je mets directement le calcul sous le canon à électrons. Et c'est ça qui me permet d'avoir des belles images que je vous ai montrées. Et puis éventuellement, je peux aussi faire des biopsies, en fait. Donc là, c'est carrément un petit bout de peau ici qu'on a mis sous microscope sans aucune préparation. Et le support est un peu spécial. Ça me permet aussi de faire l'infrarouge. Donc on a à la fois la morphologie, la topologie de ces entités, et puis la composition chimique par infrarouge. Alors je vais reprendre la parole pour vous illustrer donc ce qu'évoquait Dominique tout à l'heure, c'est l'intérêt de la morphologie. Alors vous l'avez bien vu déjà en microscope à balayage, mais également à l'échelle macroscopique. Vous voyez que ces composés qui sont chimiquement les mêmes et cristallographiquement les mêmes, c'est de la vévélite dans les deux cas, et bien par leur organisation des cristallites que l'on voit très bien ici au MEB et par la couleur de ces calculs, eh bien on peut orienter le diagnostic de manière complètement différente. On va pas vous filmer, en fait. Alors le diagnostic, évidemment, médical est très important dans nos approches. Et c'est pour ça que nous utilisons avec Dominique toutes les techniques possibles qui permettent de collecter des informations pertinentes pour établir ces diagnostics. Et ici, vous avez un exemple de biopsie dont parlait Dominique tout à l'heure. Vous avez des cristaux qui sont en train de détruire les reins. Et comme vous voyez, à gauche et à droite, on a des cristaux qui sont assez semblables. Et les comptes rendus de nos anatomopathologistes sont strictement les mêmes. Ils vont dire que c'est de l'oxalate de calcium, et sous forme de vévélite, parce que c'est polarisant, parce que les cristaux ont une organisation qui leur évoque cet oxalate. Et en réalité, eh bien, est-ce que c'est vrai ? Eh bien, on fait de la microscopie infrarouge sur ces biopsies. Et à gauche, effectivement, c'est bien de la vévélite, mais à droite, avec le spectre est complètement différent. Et à gauche, c'est un oxalate de calcium, mais à droite, c'est de la dihydroxyadénine qui signe une maladie génétique. Donc le diagnostic est complètement différent et le traitement sera évidemment complètement différent pour les patients. Et donc ici, vous avez le cas d'une femme qui était en train de perdre sa fonction rénale. On voit l'élévation de sa créatinine sanguine ici. Et elle a été biopsiée à ce moment-là. Et on a identifié les cristaux par le synchrotron, par microscopie infrarouge au synchrotron. Et on a identifié là encore de la dihydroxyadénine. Et on a donné un médicament parce qu'on le connaît. Et ça a permis de récupérer la fonction rénale. Sinon, cette femme aurait perdu ses reins et elle serait allée en dialyse. Donc je reprends juste la main pour vous donner un autre exemple qui a été fait ici au LPS. Donc là, on sort un peu des processus de biominéralisation, mais en fait, l'avantage de travailler avec Michel, c'est que le sujet en fait est ouvert. Et donc, quel que soit finalement le médecin qui vient le voir avec sa problématique, on essaye d'y répondre avec les outils qu'on a développés pour l'hôpital. Donc là, c'est une collaboration qu'on a avec Paul Brousse sur une maladie qui s'appelle la maladie de Wilson, qui est le résultat d'une accumulation de cuivre dans l'organisme. Donc c'est une maladie connue où on a des solutions thérapeutiques. Les mécanismes sont
sont bien identifiés. Le seul problème, c'est en fait de poser le diagnostic de manière précoce. Parce qu'en fait, si on traîne dans cette pose de diagnostic, en fait, on a du cuivre partout, ça monte au cerveau et du coup, on a un décès. Alors, du coup, il faut être le plus sensible possible. Et donc là, vous avez en haut, vous avez un patient avec une coloration en rhodamine positive, donc on voit bien qu'il y a du cuivre. Par contre, en bas, ce patient, a priori, n'a pas de cuivre, donc il n'y a pas de maladie de Wilson. Et donc, vous voyez là tout l'intérêt de faire de la fluorescence X, c'est que dans les deux cas ici, on a un pic de cuivre, et donc dans les deux cas, en fait, on voit la maladie de Wilson. Et là, pour ce projet, je dirais, la fluorescence X est déterminante. Alors l'autre volet qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé donc, sur des biopsies donc, avec Stéphane. Et la dernière étape qu'on va essayer de franchir, en fait, c'est ce qui intéresse le plus finalement les médecins, c'est de faire de la pose de diagnostic de manière non invasive. Alors quand vous avez du cuivre partout, comment on fait? Ah oui, c'est moi qui pose des questions, pas de chance. Il y en a qui dorment ou pas? On est en postprandial? Non, alors comment on fait quand on a du cuivre partout et qu'on ne veut pas être invasif? Hein? Bah, à la limite, si ça fait uriner, c'est bon. Hein. Donc, en fait, on va essayer de faire la mesure sur l'urine. Donc, le cuivre, il faut bien qu'il sorte à un moment donné. Et donc, il y a eu quelques résultats qui sont assez prometteurs. Parce que là, du coup, vous avez bien compris que comme on est non invasif, il n'y a pas besoin de biopsie. Et ça intéresse particulièrement le médecin. Si on se débrouille pour avoir un peu un montage un peu dédié, on peut même faire un peu de recherche épidémiologique et puis de sortir finalement certains patients du bruit de fond et puis de ne pas attendre qu'ils aillent chez le médecin pour avoir ce diagnostic. Donc là, je laisse la parole à Michel. Alors je reprends la main pour vous parler de manière plus générale des biocristallisations. On vous a montré des exemples d'applications au niveau du rein, au niveau du foie, etc. Mais les cristaux sont partout dans notre milieu vivant. Et en fait, comme vous le savez, eh bien, il y a les biocristallisations physiologiques. Elles sont indispensables à la vie. Mais leur nature va dépendre des espèces minérales, des espèces animales. Et par exemple, pour les mollusques, eh bien, ce sont des coquilles faites de carbonate de calcium, par exemple, qui vont être impliquées dans ces minéralisations. Alors que pour une très grande majorité des animaux, notamment des mammifères, eh bien, les biocristallisations sont faites de phosphate de calcium, avant tout des hydroxyapatites carbonatées, et comme vous le savez, ce sont les constituants principaux des os et des dents. Ça constitue une réserve de calcium dans l'organisme, et ces apatites servent aussi à de multiples fonctions, et c'est là que l'on peut dire que l'apatite est typiquement un exemple de la belle et la bête, puisque la belle, c'est la classification physiologique qui est utile pour l'organisme, et puis on verra après que ça peut être aussi la bête, puisque ça peut déclencher des classifications pathologiques. Donc là, on est dans la version la belle, et vous allez voir des exemples de ces intérêts de minéralisation physiologique. En effet, elle contribue à la posture et au maintien du corps, à la mobilité des individus, à de multiples fonctions, par exemple pour marcher, pour courir, pour voler, ou les deux à la fois, pour vaincre la gravité, pour nager, pour la préhension des objets, pour entendre, pour faire des activités de groupe, ludiques ou sportives, pour se protéger des prédateurs avec la carapace, pour se nourrir, et puis aussi pour penser sereinement à l'abri d'une enveloppe protectrice d'apatite. Et donc, en fait, elles sont très très utiles et servent à plein de choses, comme vous l'avez bien compris. Mais il y a aussi des biocristallisations pathologiques, et là, on peut en distinguer plusieurs types. Ce sont toutes les formes de dépôts minéraux ou organiques anormaux, calciques ou non calciques, présents dans un tissu ou un organe, et on va distinguer trois familles de cristallisations pathologiques. La première s'associe à des concrétions solides formées dans un canal ou une cavité, un canal excréteur comme le rein par exemple, ou les voies biliaires, et donc ça fait des calculs.
On a les calculs rénaux, les calculs biliaires, les calculs salivaires, les calculs vésicaux. Une deuxième catégorie, ce sont des classifications tissulaires ou ectopiques, localisées en dehors des canaux excréteurs et qui peuvent être liées soit à des pathologies sévères comme les cancers du sein, Dominique en a parlé tout à l'heure, ou de la thyroïde, des testicules ou de la prostate. Donc les cancers sont assez souvent associés à des calcifications et le lien entre calcification et pathologie cancéreuse n'est pas très clair aujourd'hui, mais on verra des exemples où il y a des différences de nature de phase cristalline et de type de tumorisation tissulaire. Et puis un troisième groupe se réfère à des classifications au départ physiologiques, comme l'os ou la dent, et qui deviennent pathologiques suite à une maladie, par exemple les arthropathies. Et puis il y a des cas particuliers, c'est un peu le cas de la plaque de Randall, où certaines concrétions sont capables de se former par plusieurs mécanismes successifs, très différents les uns des autres, avec changement de nature de phase, comme les calculs rénaux d'oxalate de calcium, justement initiés à partir de ces classifications interstitielles de phosphate de calcium qui constituent ce qu'on appelle aujourd'hui la plaque de Randall. Les calculs rénaux, mais aussi biliaires, sont typiquement des exemples de biocristallisation dont la nature peut évoluer avec l'évolution du milieu, qui est exposé à des sursaturations extrêmement variables au cours du temps. Et ces concrétions, quand on les découvre, elles ont pu séjourner pendant des mois, des années, des décennies dans le milieu où elles se sont développées. Au contraire, dans les tissus, les biocristallisations observées sont plus uniformes, au sens qu'elles sont très généralement composées d'une même phase chimique, même s'il peut y avoir plusieurs formes cristallines. Et c'est le cas dans les cartilages, par exemple, où on peut trouver plusieurs formes cristallines ou un ensemble de phases limitées. Et c'est le cas des pathologies de type athérosclérose. Alors l'origine de ces cristallisations pathologiques, eh bien, elles sont extrêmement diverses, ces causes. On connaît des maladies génétiques, des enzymopathies, des altérations des transporteurs membranaires, des anomalies métaboliques acquises, comme l'hyperparathyroïdie primaire, la maladie de Crohn, le syndrome de Sjögren, des surcharges environnementales d'origine alimentaire, l'exposition répétée à des composés non alimentaires, à des produits énergétiques par exemple, et puis aussi à la pollution quelquefois. Des modifications métaboliques locales induites par un dysfonctionnement inné ou acquis d'un autre organe. Et donc la classification se produit à distance de l'endroit où existe la pathologie initiatrice. Il y a des infections, Dominique vous en a montré des exemples. Des traitements médicamenteux aussi peuvent donner des calcifications ou des cristallisations, notamment au niveau rénal. Et donc cela explique la très grande diversité moléculaire et cristalline des composants identifiés dans ces biocristallisations. Aujourd'hui, plus de 100 corps différents ont été caractérisés dans ces différentes calcifications ou cristallisations pathologiques. Les organes affectés, eh bien, vous avez bien compris que la plupart des organes et tissus peuvent être touchés par ces pathologies cristallines, y compris le cerveau. Les organes les plus exposés sont quand même les organes excréteurs qui produisent ou éliminent des substances en sursaturation excessive, donc le rein, la vésicule et les voies biliaires, mais aussi les structures soumises à des contraintes physiques importantes, en même temps qu'un remodelage fréquent. C'est le cas des articulations, des cartilages, des ménisques, par exemple. Et puis les parois vasculaires, tout particulièrement, mais pas uniquement, lorsque la fonction rénale est très altérée. Le rein est clairement l'organe exposé à la plus grande diversité d'espèces cristallisables, puisque sur les 105 espèces que nous avons recensées dans ces biocristallisations, 90 ont été observées dans le rein, même si certaines peuvent être aussi présentes dans d'autres tissus. Le foie et les voies biliaires sont un autre milieu où les biocristallisations sont fréquentes et assez diverses. Et on y trouve des sels calciques, carbonates, vous voyez, de calcium, phosphate de calcium, bilirubinate de calcium, des sels biliaires calciques, des sels calciques d'acide gras, mais aussi des lipides non calciques, cholestérol, ester de cholestérol, triglycérides, des porphyrines, bilirubine, des polymères de bilirubine, et puis des médicaments, indinavir, atazanavir, dans le traitement du sida, ou cétriaxonate de calcium, qui est un antibiotique. Et donc, si on regarde la diversité de ces classifications, eh bien, on va se rendre compte non seulement qu'on a beaucoup d'espèces cristallines pour une même famille chimique,
Par exemple, pour les phosphates de calcium, vous voyez qu'on a au moins déjà 4 phosphates calciques possibles et qu'on va rencontrer dans plein de tissus possibles, le rein, les voies biliaires, les vaisseaux, les os, les cartilages, les ménisques, les dents, les glandes salivaires, l'intestin, la prostate, le vagin, le sein, l'œil, la peau, les muscles. Donc une très grande diversité de sites de calcification avec les apatites. Et puis d'autres sont moins fréquentes et moins largement distribuées, comme le phosphate autocalcique pentahydraté, par exemple, que pour l'instant a été décrit dans le rein, les voies biliaires, les vaisseaux, les os, les cartilages, glandes salivaires et prostate. La bronchite, qui est là aussi moins largement distribuée, rein, vaisseau, glandes salivaires, prostate. La huitlochite, rein, voies biliaires, vaisseaux, cartilages, glandes salivaires, intestin, prostate. Et puis il y a des phosphates magnésiens, et pour l'instant, eh bien, comme vous voyez, certains ne sont décrits que dans le rein. Alors que la struvite, qui est un phosphate ammoniaco-magnésien hexahydraté, se voit aussi dans l'intestin, dans la prostate ou dans le vagin. Les pyrophosphates, ça c'est intéressant parce que, comme vous le savez, quand on parle de cristallisation, eh bien, on est en fait dans une rupture d'équilibre entre des substances en sursaturation et des substances protectrices contre les conséquences de cette sursaturation, qu'on appelle des inhibiteurs de cristallisation. Ils appartiennent à des petites molécules, comme le citrate, qui est capable de complexer le calcium, ou le pyrophosphate, par exemple, ou bien à des macromolécules, des protéines notamment, je pense à l'ostéopontine, par exemple. Eh bien, le pyrophosphate est un inhibiteur de cristallisation au niveau vasculaire ou au niveau rénal, mais comme vous le voyez, il peut développer des pathologies arthrosiques au niveau des cartilages et des ménisques, où il va cristalliser sous différentes formes. On a aussi des oxalates de calcium qui sont les plus fréquents aussi bien en fréquence statistique qu'en distribution dans les organes. Vous voyez qu'on trouve l'oxalate de calcium un peu partout, sauf la calcite, qui est la forme trihydratée d'oxalate de calcium et qui n'a été pour l'instant décrite que dans le rein. On a des carbonates de calcium. On n'est pas des mollusques, mais on fait quand même des cristaux de carbonate de calcium. Et on les trouve, là encore, dans le rein, beaucoup dans les voies biliaires ou l'intestin ou le pancréas, et sous différentes formes cristallines. Plus rarement du sulfate de calcium, et puis beaucoup plus rarement encore, avec des localisations très particulières, des espèces peu fréquentes quand même, citrate de calcium tétrahydraté et tartrate de calcium tétrahydraté, qui ont été décrits, le premier dans la prostate et le second dans le rein, spécifiquement. Et puis on a aussi des silicates. Alors, la croûte terrestre est faite de milliers de types de silicates, mais on peut avoir des formes de silicates dans les milieux biologiques, et notamment de la silicopaline, qui a été observée dans le rein, et la cristobalite dans le rein et dans les poumons. Et le quartz, des particules de quartz ont été observées, avec Dominique, on en a observé dans des granulomes de sarcoïdose cutanée, donc au niveau de la peau. Et puis des formes un peu plus complexes, comme la kaolinite ou la sépiolite, ont été décrites dans l'intestin. Et après, on a des purines, qui elles sont issues du métabolisme endogène. Et là, on va distinguer différents types de purines. L'acide urique, qui, comme vous le voyez, existe déjà sous 4 formes cristallines différentes, et qu'on connaît dans le rein. Et puis des urates, notamment l'urate acide de sodium, qu'on voit dans le rein, mais aussi dans les cartilages et dans les tophiques goutteux. On en verra un exemple tout à l'heure. Et puis l'urate d'ammonium, qui a été décrit dans le rein, mais aussi dans le vagin. Et puis il y a des urates plus rares, décrits dans le rein. Et puis des composés particuliers, la xanthine dans le rein ou les cartilages, ou l'acide méthylènurique, ou la dihydroxyadénine dans le rein. On peut avoir aussi des aminoacides, cystine, tyrosine, leucine, pour l'instant décrits essentiellement dans le rein, des porphyrines dans les voies hépatobiliaires et l'intestin, des lipides dans le rein, bien que ce soit un milieu hydrophile, dans évidemment les voies biliaires, mais aussi dans les vaisseaux. Les plaques d'athérome sont imprégnées de cholestérol ou de sel de cholestérol mélangés à des phosphates. Et puis il y a des médicaments. Alors, il y a peu de médicaments qui donnent des complications cristallogènes, mais il est important de les connaître pour les cliniciens. Et comme vous le voyez, ils sont quasiment tous observés dans le rein. La seule exception, c'est le caïoxalate qui est dans l'intestin.
Alors les relations entre cristaux et tissus sont importantes parce que ça reste un sujet de débat aujourd'hui. Est-ce que les cristaux sont simplement des marqueurs, des témoins d'un désordre métabolique qui va altérer le fonctionnement du tissu ou de l'organe, ou est-ce que ce sont des acteurs de la pathologie et de cette altération? Eh bien, un nombre croissant de travaux semble suggérer maintenant que les deux aspects sont à prendre en compte, d'où l'intérêt d'identifier précisément, par des techniques suffisamment sensibles, dont parlait Dominique tout à l'heure, et suffisamment précises pour caractériser les espèces cristallines, ces cristaux qui sont vus dans les tissus. Pour cela, eh bien, on va évidemment avoir recours à toutes les techniques physiques d'analyse qui ont beaucoup progressé dans leur sensibilité, dans leur diversité aujourd'hui, et qui nous permettent de mettre en évidence des dépôts intratissulaires à une échelle de plus en plus petite, de l'ordre du micron, voire du nanomètre aujourd'hui, avec certaines techniques. Il faut distinguer les phénomènes chroniques et les phénomènes aigus dans les pathologies cristallines, notamment au niveau des organes excréteurs comme le rein, parce que la perte de fonction rénale peut être rapide et transitoire par précipitation massive de substances très souvent médicamenteuses, qu'on va administrer à forte dose, par exemple, je pense aux antibiotiques, ou qui sont fortement excrétées par le rein, ou bien au contraire, ça peut déclencher des pertes progressives de fonction rénale par une exposition chronique à un environnement qui est propice à la formation de ces cristaux. C'est le cas des maladies génétiques, bien entendu. Et dans le premier cas, l'épisode se guérit généralement sans séquelles, même s'il faut que le patient soit dialysé pendant quelques jours. Dans le second cas, la fonction rénale peut s'altérer et d'une manière irréversible, et parfois jusqu'à la dialyse. La fonction de l'organe peut aussi ne pas paraître modifiée. C'est le cas des plaques de Randall. Tant qu'elles ne font pas de calcul, eh bien, on n'a pas de preuve qu'il y a ces calcifications dans l'interstitium de la médullaire du rein, et ça n'a pas de répercussion sur la fonction rénale. Du moins pour l'instant, parce qu'on a l'impression que lorsque ces plaques s'étendent à beaucoup de zones papillaires du rein, eh bien, la fonction rénale n'est peut-être plus aussi bonne que ce que l'on pourrait espérer. Et donc vous avez ces exemples de calcification. Dominique vous a montré cette image qui est un calcul qui a arraché un morceau de plaque de Randall. Et là, vous avez les cristaux qui sont dans l'interstitium de la papille rénale. Donc toute cette plaque de Randall va d'abord détruire des néphrons dans la partie profonde du rein avant de détruire l'épithélium ici. Et quand elle sera ici à la surface de l'épithélium, eh bien des cristaux d'oxalate de calcium qui sont là vont venir se fixer dessus et générer un calcul. Mais tant que la plaque n'a pas rompu l'épithélium, eh bien, elle est transparente, méconnue, on ne sait pas qu'elle est là. Alors aujourd'hui, les scanners de dernière génération ont des résolutions qui se sont améliorées et qui permettent maintenant de voir certaines plaques de Randall un peu grosses, mais les plaques de petite taille ne sont toujours pas visibles. Et donc vous avez un exemple ici de papilles qui nous ont été confiées par notre urologue à l'hôpital Thonon. Une papille normale où on voit ici les pores qui sont en fait les sorties des tubes collecteurs du rein dans les cavités excrétrices. Et ici, ces tubes rénaux sont calcifiés. Et ici, on a davantage, vous voyez que ça fait une masse calcique. Et ici, c'est même très très important puisque ça a déformé la papille. On a une invagination de la papille rénale. Le problème de ces plaques de Randall, comme je vous l'ai dit, c'est l'explosion de leur fréquence, en tout cas dans nos sociétés européennes, parce qu'aujourd'hui, eh bien, 60% des calculs des sujets de moins de 30 ans se font sur des plaques de Randall. C'était 8% dans les années 80. Et aux États-Unis, c'est même encore plus avancé, puisque 80% des lithiasiques font leurs calculs sur des plaques de Randall. Le problème, c'est que, comme vous le voyez, aussi bien aux États-Unis qu'en France, eh bien, on a presque la moitié de la population générale qui n'a pas de problème de lithiase, mais qui a des plaques de Randall. Alors, on a regardé avec Dominique si ces plaques de Randall, qui sont silencieuses en termes cliniques, tant qu'il n'y a pas les calculs, créaient une réaction inflammatoire au niveau rénal. Et pour ça, on a pisté le zinc. Et comme vous le voyez, on a regardé le zinc dans ces plaques, et on s'est rendu compte qu'à composition chimique égale, c'est-à-dire de la carbapatite, eh bien, les calculs faits de carbapatite dans les voies excrétrices du rein ont 5 fois moins de zinc que les plaques de Randall de carbapatite, ce qui signe le fait qu'on a une réaction inflammatoire au niveau interstitiel lorsque ces calcifications se développent.
Donc le rein n'aime pas avoir ces calcifications interstitielles. Il essaye de réagir contre elles et malheureusement, il doit être débordé et ne peut pas les éliminer. Autre exemple de calcification intrarénale, ce sont les greffes rénales. Aujourd'hui, on fait environ 3000 greffes de reins par an. Et pour vérifier que ces greffes rénales sont viables, eh bien, on fait des biopsies systématiques à 3 mois après la transplantation et à 1 an. Et il y a des patients qui ont une fonction rénale qui se dégrade et donc ils vont perdre peu à peu leur greffon. Il faudra les regreffer. Et on a regardé quels étaient les cristaux qui se formaient et on s'est rendu compte que les sujets qui avaient des calcifications de carbapatite et de phosphate amorphe de calcium carbonaté, donc vous avez le spectre infrarouge ici, puis des images ici en MEB, eh bien, sont des gens qui sont exposés, lorsque ces calcifications sont étendues, à une perte de fonction rénale. Et on a fait une sorte de quantification de ces calcifications intra-rénales sur le greffon, et on s'est rendu compte que plus elles étaient nombreuses, plus on avait une perte de fonction rénale importante, alors que les sujets qui ont très très peu de calcification vont avoir une préservation de leurs reins pendant beaucoup plus longtemps que les autres. Alors il y a d'autres organes qui sont exposés à ces calcifications. Vous connaissez la goutte. Eh bien, la goutte, aujourd'hui, on n'en voit plus beaucoup dans nos sociétés occidentales parce qu'on sait généralement la détecter assez tôt et la traiter. Mais lorsqu'elle n'est pas identifiée assez tôt ou qu'elle n'est pas prise en charge, eh bien, elle donne évidemment des déformations au niveau des doigts, des mains et des pieds, mais elle va aussi créer des lésions non seulement de l'articulation, mais également des os. Elle peut avoir des causes diverses, cette goutte, des causes enzymatiques, des causes de tubulopathie, donc des défauts de transport membranaire de l'acide urique au niveau rénal. Et puis il y a des causes diététiques et le mode de vie. Par exemple, dans le syndrome métabolique lié à l'obésité, eh bien, on a des gens qui ont des hyperuricémies et qui sont exposés à faire de la goutte. Et puis il y a des causes environnementales et donc des facteurs de pollution. Pollution soit délibérée, je pense à la guerre du Vietnam par exemple, soit à des pollutions industrielles, soit à des pesticides qui vont modifier la réabsorption tubulaire de l'acide urique au niveau rénal et ça va générer des hyperuricémies massives et à des stades très précoces de la vie, puisque dans ces populations, je pense notamment au Vietnam, dans la zone centrale du Vietnam, eh bien, on a des arthropathies goutteuses dès l'enfance. Et on pense que c'est dû aux défoliants à base de dioxine qu'ont utilisé les Américains pendant la guerre du Vietnam il y a quelques années. Alors, les calcifications sont présentes, vous avez vu, dans plein d'organes, et notamment la prostate. Et dans la prostate, eh bien, quand on regarde les travaux d'anatomopathologie, on vous dit que 99% des prostates ont des calcifications ou des calculs. Et en fait, comme vous le savez, quand on opère les prostates, c'est qu'elles sont hypertrophiées. On a soit des adénomes, soit des cancers de la prostate. Et donc, ils sont tous accompagnés de calcifications. Et donc, avec Dominique, on a regardé si ces calcifications avaient des caractéristiques particulières. On s'est rendu compte d'abord qu'elles avaient des natures particulières, notamment de la whitlockite ou du PACC, phosphate amorphe de calcium carbonaté, qui sont deux formes de phosphate calcique considérées comme des marqueurs de processus infectieux. Et donc ça voudrait dire que finalement, la grande majorité des hypertrophies de la prostate s'accompagnerait d'infections prostatiques à bas bruit, chroniques, donc peut-être en place depuis très longtemps, et qui vont favoriser la tumorisation secondaire. Et en fait, on a regardé en MEB s'il y avait des empreintes de bactéries. Eh bien, dans 3/4 des cas, on trouve effectivement des empreintes de bactéries dans ces calculs ou ces concrétions prostatiques. Et donc, aujourd'hui, eh bien, on se pose la question de savoir si ces hypertrophies de la prostate, que l'on va évidemment prendre en charge chez les sujets qui soient d'un certain âge, au-delà de 60 ans, eh bien, ne sont pas initiées par des affections beaucoup plus précoces qui vont entraîner ces processus de tumorisation. Et on commence aujourd'hui des études avec Dominique sur la relation entre les phases cristallines, la présence ou non des bactéries et le type de tumorisation observé au niveau de la prostate.
Enfin, pour terminer, bien, quelques relations entre cancer du sein et calcification. Vous avez des calcifications de carbapatite souvent associées à des tumeurs malignes, et à l'inverse, des calcifications de védélite qui, elles, sont associées à des tumeurs bénignes. Donc, en conclusion, eh bien, les calcifications pathologiques touchent de nombreux organes, vous l'avez bien compris, organes et tissus. Leur nature et leur cause dépendent de l'organe considéré qui possède souvent ses propres facteurs de risque liés à sa fonction et à son métabolisme. Elles peuvent aussi être la conséquence du dysfonctionnement d'un autre organe, exemple les arthropathies goûteuses et l'altération du transport rénal de l'acide urique. L'identification de ces calcifications est souvent une étape essentielle pour en comprendre les causes et les mécanismes afin de lutter contre leur développement, leur extension, leur récidive et les conséquences sur les fonctions de l'organe concerné. De ce point de vue, les techniques physiques de caractérisation de ces calcifications sont devenues très performantes et leur diversité, leur complémentarité, de même que leur sensibilité croissante, permettent de travailler sur des échantillons de plus en plus petits, de plus en plus divers, offrant ainsi de nouvelles voies d'investigation très prometteuses pour les décennies à venir. On n'a plus que 2 transparents avant de vous réveiller. Donc, en fait, dans cette recherche menée avec Michel, le but, c'est aussi de passer le flambeau, pour ainsi dire. Et en fait, j'ai dit, le mot est mal choisi, pas contraindre, mais en fait, sensibiliser les médecins aux techniques de physico-chimie en les faisant en fait eux-mêmes participer à l'acquisition des données. Donc, dans ce but, en fait, donc il y a de nombreux médecins qui sont venus voir le microscope. Et donc, on fait connaissance aussi avec Raphaël. Et donc, parmi eux, il y a des dermatos, il y a des néphros, des otorhinos aussi. Et en fait, c'est ça le but du jeu, c'est sensibiliser ces jeunes médecins à la physico-chimie, puisque en fait, dans leur cursus naturel, ils n'ont pas du tout de cours, sauf en première année, de physico-chimie. Donc, c'est ça le but de ce transparence, c'est de vous montrer que, en fait, alors via les photos, alors je les ai un peu changées parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'on avait tendance à voir les jeunes sur les manips et puis les anciens avec un verre à la main. Donc j'ai un peu filtré les photos pour que ça devienne un peu plus correct. Mais voilà, vous avez la naissance, je dirais, d'une quinzaine de jeunes médecins qui connaît maintenant, je dirais, sur le bout des doigts, à la fois le MEB, l'infrarouge, le Raman et puis aussi les techniques de synchrotron. Et donc ça, c'est le dernier transparent. En dernier, parce que oui. Donc là, donc cette recherche, c'est pas des travaux perso qu'on vous a montré, c'est quand même la rencontre de deux communautés. Donc le CNRS, c'est d'un côté finalement, et l'INSERM et l'hôpital de l'autre. Et c'est cette conjoncture finalement qui permet d'abord d'apporter aux patients, c'est-à-dire des gens comme vous et nous finalement, ce qui se fait de mieux en physico-chimie afin de poser des diagnostics. Et puis le dernier, si vous êtes intéressé par ce sujet, en fait, donc il y a eu un numéro spécial qui est sorti des comptes rendus de l'Académie des sciences qui a été dédié à la recherche de Michel et dans lequel on a un aperçu de sa recherche, parce qu'en fait, non seulement il fait la recherche, mais il est aussi responsable d'un DU où il forme finalement les jeunes néphros, les jeunes URO, notamment sur un francophone, puisque c'est international, à cette problématique des calculs rénaux. Et on a conçu un peu ce compte-rendu dédié à Michel sous forme d'initiation de la physico-chimie. Donc dans les premières parties, il y a des articles, notamment avec Stéphane Rouzière, et puis une partie aussi avec Raphaël sur le MEB et l'infrarouge. Et qu'est-ce qu'on peut en apporter? Donc on ne va pas rentrer dans les concepts de physique qui sont sous-jacents à ces techniques, mais surtout montrer quelle information on obtient avec elles. Et puis après, dans cette deuxième partie, on a tout un tas d'exemples, thyroïde, cancer du sein, et ainsi de suite, qui montrent l'intérêt de cette physico-chimie appliquée à la médecine. Voilà, donc on voulait vous remercier pour votre attention. Merci à tous.